Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Dimanche en politique avec une question aujourd'hui. Qui seront les candidats et les candidates à la prochaine élection présidentielle? C'est dans moins de 3 mois. Une question à la fois simple et très compliquée qui aurait même tendance à se compliquer d'heure en heure. Pour en débattre sur ce plateau, Kéra Bouziane, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste de Côte-d'Or. On vous a classée comme frondeuse. Vous souteniez Arnaud Montebourg à la primaire avant de vous ranger derrière Benoît Hamon. François Patria, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Côte-d'Or et vous êtes aux côtés d'Emmanuel Macron depuis le début d'En Marche. Depuis 2 ans. Fabienne Cardot, vous êtes élue Les Républicains dans la Nièvre. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes, vous aussi, depuis le début, derrière François Fillon, dont vous êtes porte-parole nationale pour la société civile. Et Alexandre Morin, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, dont vous portez les couleurs en Côte d'Or. Rajoutons que le Front National, que nous avions invité, est excusé puisqu'il lance à Lyon pendant 2 jours sa campagne. Un débat diffusé simultanément sur Facebook, où vous pouvez réagir et commenter. Je le disais, c'est à peu près du jamais vu dans la Ve République, à 11 semaines du premier tour de la présidentielle. Ce sera le 23 avril. Le casting est encore flou. On pense forcément à la droite. D'abord, Fabienne Cardot, je le disais, vous êtes depuis le début derrière François Fillon. Est-ce qu'il peut, de votre point de vue, raisonnablement être le candidat de la droite après ce qu'il traverse et ce qui peut lui arriver dans les semaines qui viennent? Oui, il peut être le candidat de la droite et du centre. Il va être le candidat de la droite et du centre parce qu'il a derrière lui 2 partis, les Républicains et l'UDI, parce qu'il a derrière lui le peuple de la droite et du centre qui ont fait sortir ce champion d'une primaire réussie. Ça va être difficile. Et s'il n'a pas l'opinion avec l'affaire qu'il traverse, avoir la droite mais pas l'opinion, est-ce que c'est tenable? Je pense qu'il a l'opinion parce que le harcèlement médiatique qu'il vit et que nous vivons avec lui ces derniers jours est en train de se retourner. Et je pense que à travers ce combat, cette lutte et sa force, c'est une nouvelle France aussi qui est en train de naître. Une France qui combat une certaine sphère médiatico-politique. Ce qu'il a fait est légal, peut paraître scandaleux, c'est vrai. Il y a un problème de décence, mais qui est partagé par l'ensemble des parlementaires. Et je pense que c'est ces contre-coups qui font naître au forceps une nouvelle France, une nouvelle figure d'élu. Et moi, je suis fière d'être porte-parole société civile de François Fillon. Et je pense que c'est la société civile en partie qui le porte aussi. Alors, un mot quand même sur cette affaire, avant de parler spécifiquement de la gauche. François Fillon a parlé de coup d'État en particulier. Il a prononcé le mot coup d'État. Alexandre Morin et puis tout le monde. Une réaction quand même sur cette affaire avant de... C'est honteux, ça montre l'image d'une caste, d'une espèce d'entre-soi qui se croit au-dessus des lois, qui trouve ça moral et normal apparemment d'engager des membres de sa famille dans des hautes sphères politiques. Enfin, je suis désolé, c'est pas du tout, ça rentre pas du tout dans le cadre de la moralité et de ce qu'attendent les gens. Après, est-ce que François Fillon sera toujours le candidat ou pas? J'ai envie de dire que ça, c'est secondaire. Parce qu'il y aura un candidat de droite qui portera un programme. Ce sera le même programme de casse sociale, de casse de la sécurité sociale et d'austérité. Donc au final, certes, c'est honteux, mais c'est aussi honteux que ce qui se passe pour les assistants parlementaires du Front National au Parlement européen. Tout ça fait partie d'un même ensemble de gens qui se pensent au-dessus des autres et d'une caste qui ne raisonne qu'entre soi. Kéra Bouziane, on n'a pas beaucoup entendu finalement. Le reste de la classe politique, alors on a envie de dire, il n'y a peut-être pas besoin pour l'affaire se suffit à elle-même, mais... Moi, j'ai tendance à ne pas amplifier l'acharnement médiatique sur les personnes, quel que soit ce qu'elles ont fait. Cependant, dans cette affaire précisément, il y a l'esprit et il y a la lettre. Moi, j'ai été vendredi avec des jeunes dans un lycée et parmi les questions qu'ils m'ont posées, ils m'ont posé la question: est-ce que quelqu'un qui est poursuivi par la justice doit se présenter? C'est quelque chose qui parle à notre jeunesse et je crois que c'est quand même important que un élu ou en tout cas un candidat, s'il a quelque chose à se reprocher ou qu'on lui reproche, même si on est dans un pays de droit, il y a la présomption d'innocence, il ne faut pas négliger quand même cet aspect où la classe politique a été beaucoup crédibilisée et cette affaire amplifie le mouvement et je crois que c'est pas ce qui est souhaitable en ce moment. François Patria. Je n'ai pas de commentaire à faire au sujet de... Emmanuel Macron a dit hier pas de sifflet à son meeting. Pas de commentaire à faire. C'est une affaire entre François Fillon et sa conscience. François Fillon et la justice, éventuellement, elle n'est pas saisie aujourd'hui. On verra bien le déroulement de l'affaire. Vous savez, nous sommes avec Emmanuel Macron dans une démarche où nous proposons un projet
où nous essayons de rassembler les Français. Notre problème n'est pas aller dire du mal de tel ou tel des candidats autour de nous. Chacun porte aujourd'hui son projet comme il l'entend. Moi, j'entends le porter avec beaucoup de détermination et à ne pas commenter les affaires actuellement, même si je vois le désarroi qui existe dans ce pays. Si je peux juste rebondir 2 secondes, parce qu'on est amené à faire des commentaires d'une affaire judiciaire, et je vous suis tout à fait, c'est normalement une chose que l'on ne souhaite pas faire, mais vu finalement le poids politique que ça a, on est bien obligé de c'est le candidat à l'élection présidentielle, c'est pas un exactement. Lambda, donc je rappelle que ce qu'il fait est légal, qu'un tiers des députés le fait, un tiers des sénateurs aussi, que c'est un usage de la République française. Pardonnez-moi, il y a 2 choses. Il y a le fait de salarier un membre de sa famille, et il y aura la question de savoir si l'emploi est réel ou pas. Il y a quand même 2 points. Et on connaît une grande difficulté. Comme vous savez, j'ai des responsabilités industrielles dans un grand groupe français. On a une réelle difficulté qu'il n'y a pas de fiche de poste pour un assistant parlementaire. Ce qui complique tous nos commentaires, ce qui fait que le travail aussi de l'enquête n'est pas simple. On sait qu'il y a un travail. Maintenant, le travail est à décrire. Et je pense qu'il faut continuer. Voilà. Moi, je vous coupe, Fabienne Cardo. J'ai une question à vous poser avant qu'on passe aussi à la gauche, mais si François Fillon devait se retirer, vous qui le suivez depuis le début, vous suivriez un autre candidat de droite à la présidentielle? Ça pourrait être emblématique de ce qui se passe, votre réponse. Moi, je pense que, voilà, on a commencé, certains dans notre parti, à parler d'un plan B. Et je pense que ce plan B... Alain Houpert, par exemple, sénateur de Côte-d'Or. Je sais bien, absolument. Et je pense que ce plan B serait une catastrophe. Parce que c'est pas le plan B après A, c'est le plan B des barons. Je pense qu'on a voulu une primaire de la droite et du centre. Elle a beaucoup mobilisé, plus que celle de la gauche. On ne s'y attendait pas. Un champion est sorti, inattendu. Et le corps se défend de ces champions inattendus. Je pense que c'est la même chose d'ailleurs pour Benoît Hamon. Hein. Donc je pense qu'il faut écouter le peuple, parce que le peuple est en colère aujourd'hui, ceux qui ont voté à la primaire, ceux qui n'ont pas voté. On est en train de vivre une évolution de notre démocratie. Les primaires n'étaient pas prévues par la Constitution, mais elles existent. Donc moi, je reste derrière François Fillon, mais je serai fidèle à mon parti, bien sûr. On passe à la gauche. François Fillon, vainqueur surprise, on va dire, de la primaire de droite. Benoît Hamon, vainqueur aussi surprise de la primaire de gauche. On se souvient que certains pronostiquaient... François Patriat nous racontait les coulisses d'un débat précédent, pronostiquait d'autres vainqueurs que Benoît Hamon. Naïvement, Kéra Bouziane, est-ce que Benoît Hamon, candidat du PS, c'est une chance de gagner l'élection présidentielle? Est-ce que, de votre point de vue, il doit aller parler à Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon qui va tenir un meeting important aujourd'hui, et Benoît Hamon en ce moment même, qui en gros fait son discours d'investiture pour le PS? Vous voulez quoi, vous? Que Benoît Hamon parle à Jean-Luc Mélenchon, que Benoît Hamon parle à Emmanuel Macron, représenté ici par François Patriat? Vous voulez quoi? Parce que tout seul, il ne gagnera pas. Bien sûr, et justement, la gauche est condamnée, si elle veut gagner cette élection, elle est condamnée à s'unir. Et d'ailleurs, elle n'a gagné que lorsqu'elle a été unie. Bien sûr, il l'a annoncé tout de suite après sa désignation, qu'il allait parler à la fois à Jean-Luc Mélenchon, mais aussi aux Verts, aux radicaux. Mais il n'a pas du tout parlé de l'aile centre et centre-droit du PS. Il n'a pas du tout parlé aux supporters de Manuel Valls et de Vincent Peillon, par exemple. Alors, laissons les choses se faire. Non, mais c'est un choix. Ça veut dire que c'est un cap à gauche. Est-ce que ça veut dire que c'est un coup de barre à gauche au PS? C'est un coup de barre à gauche, oui, c'est un coup de barre à gauche, puisqu'on nous prédisait un échec de cette primaire, et bien sûr l'échec notamment de l'aile dite gauche du Parti socialiste. Oui, c'est un désir de gauche que l'on vit aujourd'hui. Sachant quand même qu'Arnaud Montebourg n'avait pas été tendre avec Benoît Hamon pendant la primaire. Vous le souteniez, Arnaud Montebourg. Donc, oui, mais c'est l'exercice qui le veut. Donc moi, je suis pas pour ce genre de pratique d'attaquer, mais bon, c'est le jeu, ça s'est fait, mais il s'est rallié tout de suite après lui, parce que ce qui est important, je crois, c'est qu'est-ce qui nous rassemble. Est-ce que ce qui nous rassemble est plus important de ce qui nous divise? Et je crois que c'est à partir de là que l'on peut construire avec Mélenchon, mais avec l'ensemble de ceux qui se retrouvent dans les valeurs de gauche. Alexandre et Maureen, on suivait à Dijon cette soirée de la primaire PS, nous, en reportage. Il y avait des gens de votre parti qui étaient tout près des gens du PS, moi je me souviens ce soir-là, sauf que ce qu'ils nous disaient en marge de cette soirée, c'est mais s'ils croient qu'on va négocier, ils se trompent, on n'a aucune raison de négocier avec le PS. Vous êtes d'accord là-dessus? Nous, on ne va pas être là pour négocier des ralliements, des choses comme ça, contre des circonscriptions, ça c'est sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est la clarté. Et à un moment, Benoît Hamon, il va devoir trancher aussi.
La balle, elle est dans son camp. On a l'impression quand même qu'au moment de la primaire, pour gagner cette primaire, il fallait prendre nos positions. Par contre, je pense que pour sauver le Parti socialiste, il va devoir les abandonner. S'il veut concilier ce que vous disiez tout à l'heure avec Manuel Valls, Myriam El Khomri, etc. En même temps, vous êtes moins en position de force quand même, vous. Depuis que Benoît Hamon est le candidat du PS, on a vu Jean-Luc Mélenchon descendre dans les sondages, être moins... Les sondages, vous avez eu tout un battage médiatique quand même pendant tout le mois de janvier. On n'a parlé que de la primaire du Parti socialiste. Donc au bout d'un moment, voilà, les questions de dynamique, ça va, ça revient. Il y a un précédent, c'est François Fillon. Quand il a été nommé à la fin de la primaire, tout le monde le voyait gagnant à 30%. Aujourd'hui, il est à maximum 20% et on voit que tout peut changer en 3 mois. Donc la question, elle n'est pas là. Par contre, sur la question de l'union, je reviens. Ça va être sur des questions de programme. Nous, on est prêts à discuter avec tout le monde. Il n'y a aucun problème. Par contre, Benoît Hamon, il a du chemin à faire pour venir vers nous. Jean-Luc Mélenchon, il a dit ce matin, c'était nouveau quand même, le dialogue est possible à condition que Benoît Hamon rompe avec l'ancien monde. Mais bien sûr, mais c'est quand même la base. Ancien monde est un concept assez... Ah bah c'est les gens qui ont gouverné pendant des années, qui ont mis la France dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Comment vous voulez abroger la loi El Khomri quand vous avez Myriam El Khomri qui est députée, ou Manuel Valls qui serait député, et donc soutenu par Benoît Hamon? Ça, c'est pas possible. Et après, on a aussi... Le rassemblement. Après... Mais oui, mais c'est aussi, le rassemblement, mais c'est aussi des questions de fond. Mais c'est aussi des questions de fond. On ne va pas s'arranger pour des postes. Vous avez aussi, nous, si vous voulez, on a cru à un moment à l'exemple grec. En Grèce, vous aviez Alexis Tsipras. Nous, on y croyait. Simplement, il n'a rien pu faire parce qu'il a fait le choix de ne pas rompre avec les traités européens. Donc, toutes les politiques sociales qui peuvent être éventuellement prônées par Benoît Hamon, il fait le choix de rester dans le cadre des traités européens, donc il ne pourra pas les mettre en place. Ça, c'est une différence de fond. Nous, on est cohérents, on choisira de rompre pour mettre en place la politique. Bêtement, vous parlez de discuter, mais moi, je suis un peu naïf, mais... ça fait 2 patrons quand même. Est-ce que ça voudrait dire qu'un candidat sortirait? Parce que vous nous dites discuter, mais au final, si vous discutez, que vous vous mettez ensemble, ça veut dire que Benoît Hamon pourrait ne pas être le candidat à la présidentielle et laisser Jean-Luc Mélenchon? Non mais la question, elle n'est pas là. Ou l'inverse. Non mais ou l'inverse. J'ai du mal à croire que Jean-Luc Mélenchon la laisse sa question, elle place. n'est pas là. Quand on parle de discuter... si, c'est quand même la question. C'est une élection présidentielle. C'est une personne. Non, bien sûr, mais c'est aux Français de trancher ensuite. C'est pas à telle ou telle personne de retirer sa candidature. François Patria, qui attend patiemment et qui se moquait un peu de l'idée d'union. Je me moque pas, je suis au contraire un petit peu désespéré. J'entends mes amis autour de cette table ici, parce que moi j'ai des hésitations pour personne, nous sommes plutôt dans la bienveillance. Tout ça fait cuisine. C'est la boutique. On parle de boutique, de ralliement, de paralliement, d'anathème. On va couper la tête des parlementaires qui auraient soutenu, etc. Manuel Valls. Non. Moi, je ne veux pas parler des autres. Je veux parler. Mais j'ai entendu, pas revenir dessus, mais j'ai entendu votre leader dire qu'il fallait que Benoît Hamon ne retire l'investiture aux parlementaires de la droite du Parti socialiste parce qu'ils avaient soutenu. Bon, c'est bien quand même, c'est le monde est coupé des têtes. C'est la clarté. Très bien, mais ça c'est... Alors, le rassemblement. Nous, le problème, avec Emmanuel Macron, nous ne voulons pas rassembler des partis ou des appareils. Nous voulons rassembler les Français. Rassembler les Français, qu'ils soient aujourd'hui de gauche et de droite, mais qui pensent à une seule chose, réformer ce pays, créer une société du travail, créer aujourd'hui de l'égalité et de la protection. Et pour ce faire, nous demandons aujourd'hui à ces gens d'adhérer individuellement à une démarche commune qui est une démarche de progressisme et qui est la seule qui permet aujourd'hui de sortir l'ornière. Si chacun reste dans son camp, bien à la droite ornéaniste ou bonapartiste, à l'extrême droite ou à la gauche de la gauche, on n'avancera pas. Donc je pense parler avec Benoît Hamon, tout le monde a parlé longtemps, je n'ai pas parlé. Donc, très bien. Donc ensuite, oui. dans cette démarche aujourd'hui, nous avons dit qu'est-ce que nous voulons? Libérer et protéger. Libérer les forces vives de ce pays parce que nous pensons que la société du travail est la seule société qui permette de développer notre pays. Le travail. Et ensuite, protéger mieux. Parce que je pense que par rapport aux autres candidats, Emmanuel Macron n'est pas celui qui voit le monde dans un rétroviseur, il voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec des méthodes et des réformes pour demain. Alors que les autres, ils voient toujours dans leurs méthodes de négociation et autres, le monde tel qu'il a été avec les méthodes d'hier. C'est ce qui change aujourd'hui. J'attaque personne. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai quand même J'attaque personne. Non, mais j'ai une question à vous poser et qui peut concerner tout le monde quand même. Un centre, quelque chose qui réunirait la gauche et la droite. Est-ce que ça peut exister? Non, c'est pas un centre. Vous allez me dire que j'ai pas compris, mais laissez-moi poser la question. Est-ce qu'un centre peut exister dans un système français où il n'y a que le scrutin majoritaire, où il n'y a pas de proportionnel, où un centre peut pas exister électoralement? Est-ce qu'il y a un débouché électoral? À chaque fois que la France a avancé, c'est quand la droite et la gauche ont posé un peu les armes parce qu'elle était en grande difficulté pour sauver l'affaire. Je vous donne un exemple. Tiens, on l'a cité hier à Lyon. L'IVG. L'IVG, Simone Veil. La droite n'est pas tout à fait pour le... Mais qui sauve l'IVG? La gauche. C'est quand la droite et la gauche, c'est quand les gens progressistes de droite et de gauche se sont retrouvés qu'ils ont fait avancer ce sujet de l'IVG. Le jour où il a fallu sauver la France,
après la guerre de 40. Le Conseil national de la résistance, qui a fait les bases de ce contrat que tout le monde défend aujourd'hui, il a été fait par la droite et par la gauche. Donc la gauche doit exister encore, la droite doit exister encore, mais les gens de droite et de gauche doivent pouvoir se retrouver pour travailler pourquoi ? Non pas pour leur boutique, non pas pour leur parti, mais pour le bien commun de ce pays qui a besoin de se redresser dans un monde difficile, avec ce qu'on voit aux États-Unis, avec le terrorisme aujourd'hui. Nous avons besoin de rassemblement et pas de division de boutiques et de partis dont les Français n'ont plus que faire. Alors, rassemblement de droite et de la gauche, oui. Fabienne Cardot d'abord. On sait qu'il y a quand même des gens, pardonnez-moi juste pour relancer, qu'il y a des gens qui supportaient Alain Juppé, par exemple chez les jeunes, qui sont en train de rejoindre Emmanuel Macron. Oui, mais forcément, moi je comprends très bien. J'écoute François Patria et c'est formidable. Il dit exactement ce que François Fillon a dit pendant toute la primaire de la droite. J'ai écouté Emmanuel Macron hier et finalement c'est une vision de la droite, la réformer, le travail, changer la France d'aujourd'hui. La seule chose, c'est que nous, la droite, on a présenté un projet concret, détaillé, chiffré, et que j'écoutais Emmanuel Macron hier. On est encore sur... Je vous ai écouté. Je vous ai laissé parler. J'écoutais Emmanuel Macron hier. Bon, on est encore sur une vision très généraliste des envolées lyriques qui se veulent ni de droite ni de gauche, mais qui sont vraiment très proches de ce qu'il a pu faire comme ministre de la Hollandie. Et surtout, on ne voit pas derrière. Comment on va arriver dans l'état terrible de la France d'aujourd'hui? Vous avez vu, les taux d'intérêt remontent, le pétrole remonte. On a eu pendant les 5 années de François Hollande un alignement des planètes dont on n'a pas profité. Maintenant, la situation devient de plus en plus critique. Et moi, j'aime beaucoup écouter Emmanuel Macron, qui est un personnage romanesque à la française, talentueux, qui fait briller les yeux, je le reconnais tout à fait, mais je ne vois pas ce qu'on va faire de précis et de concret. Kéra Bouziane, il y a des parlementaires socialistes qui commencent à rejoindre Emmanuel Macron. On avait prévu un départ massif, ça n'est vraiment pas le cas. Ils doivent être une dizaine. La question, ce sera d'ailleurs plutôt les électeurs que les parlementaires, en dépit de ce que dit la presse. Justement, je voudrais revenir. On ne cherche pas à sauver un parti ou des partis. On cherche aussi à construire un projet pour la France. Il ne faut pas nous enfermer dans ces petites querelles de chacun sa chapelle. Non, en tout cas, c'est pas la candidature de Benoît Hamon. Et quand il fait son projet, il s'adresse aux Français. Alors moi, je veux bien. J'apprends que Macron se prépare depuis 2 ans. Quelle loyauté! Il nous a fait faire quand même passer des lois au 40. Donc il y avait déjà peut-être une idée qui germait. Une idée de la France qu'on peut partager chacun. Non, mais on a le droit. C'est pas un reproche. C'est juste pour dire quand même qu'il nous a fait passer des lois au 49.3. D'ailleurs, la loi travail, il a regretté que ce soit pas lui qui l'ait eu. Et je la soutiens. Et je ne veux pas l'abroger. Mais c'est ton droit. Que les choses soient claires. Mais c'est ton droit. C'est ton droit. Moi, je l'aurais pas voté et je suis pour qu'elle soit abrogée parce que justement, parler de libérer et de protéger, comment on peut protéger un salarié aujourd'hui avec la loi El Khomri et l'inversement de la hiérarchie des normes. Donc voilà. Est-ce que le PS, est-ce que le découpage des partis politiques français historiques n'est pas mort? Est-ce que on se dirige pas? Vous parliez tout à l'heure de la Grèce et d'Alexis Tsipras. Est-ce que sur le mode de la recomposition des partis politiques en Europe actuellement, en particulier à gauche, le PS n'a pas vocation, s'il est mené par Benoît Hamon, à se rapprocher d'une partie plus à gauche et qu'un autre pôle de centre-gauche, peut-être avec du centre-droit, se fasse autour d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est fini le Parti socialiste d'Épinay? Le grand rassemblement. En tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas à l'ordre du jour, mais rien n'est interdit pour évoluer. Mais pour le moment, le Parti socialiste existe. Il a un candidat qui défend son projet. Le cycle d'Épinay est terminé, vous l'avez dit. Oui, le cycle de l'union de la gauche, tel qu'elle a été conçue par François Mitterrand, avec des synthèses autour d'un homme fort qui pouvait lui-même la gérer, est terminé aujourd'hui. Et là, l'union de la gauche, telle qu'elle a vécu avec François Mitterrand, j'y ai participé. Moi, je venais à l'époque déjà de l'époque des réformistes. Et ce qui me peine aujourd'hui, c'est de voir que dans la gauche, où moi j'ai toujours travaillé depuis 40 ans, et je reste un homme de gauche aujourd'hui, c'est toujours les forces conservatrices qui l'ont emporté. Une nouvelle fois, avec cette primaire, les réformistes ont été encore mis en minorité. Je le regrette pour ce pays, pas pour moi. Je n'attends rien de la politique pour le futur. J'essaie de construire dans ce pays des forces qui pourront demain le réformer. Voilà. Donc il a été maintenu ensuite avec Lionel Jospin. Jospin était un homme fort, mais depuis... Je le dis aujourd'hui, avec les présidents qui sont succédés,
Cette union de la gauche, aujourd'hui, elle est en brèche. Il y a une gauche de la gauche, qu'on le veuille ou non, il y a deux gauches irréconciliables. Et ces deux gauches aujourd'hui, je le crois, je le pense, quand j'entends les amis de Jean-Luc Mélenchon et quand j'entends les amis de Manuel Valls, je sais aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble. Donc il faut trouver un nouveau modus aujourd'hui pour gérer ce pays. Et ce pays, il va se faire avec des gens de gauche et avec des gens de droite qui vont trouver ensemble. Alors, quand j'entends dire pas de, le credo, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'idée. Emmanuel Macron a encore évoqué hier 37 propositions concrètes touchant l'agriculture, la défense, l'école, la santé. J'ai entendu sur l'agriculture. Non, sur l'agriculture. Dernière chose pour répondre à Keraboudian, il y a 2 ans que j'aime bien répondre répondre aux questions qui me sont posées. Emmanuel Macron a posé le diagnostic il y a 2 ans, il avait dit que sans doute François Hollande ne serait pas dans la possibilité de se représenter et que nous ne pouvions pas ne pas réfléchir à l'époque à une façon de faire de la politique autrement. C'est pour ça que je suis très fier d'avoir été le seul parlementaire présent à Amiens aux côtés d'Emmanuel Macron et faire d'un mouvement qui était 0 le 6 avril, aujourd'hui 150 000 adhérents, dont hier 15 000 étaient présents à Lyon. Ça prouve qu'il y a non seulement qu'il y a un parti, qu'il y a un mouvement, qu'il y a un mouvement, qu'il y a une idée pour la France, et qu'il y a un mouvement. Et ensuite, rappelez-vous, les gens qui veulent encore discuter... Alexandre Morin, il a quasiment pas parlé dans ce débat, François Patria. Non, s'il vous plaît. Nous sommes à 77 jours de la présidentielle. C'est ça. Donc, et c'est pour ça qu'on se demande qui seront les candidats. D'arrêter les manœuvres d'appareil et d'avancer franchement. Alexandre Morin, irréconciliable les gauches, tel que vient de le dire François Patria, de votre point de vue irréconciliable, et ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon doit tracer sa route sur son programme dans cette campagne? De toute façon, on a un programme, il est clair, il a été validé. Je l'ai jamais entendu. J'ai jamais vu de programme de... si vous ne lisez pas, écoutez, moi je l'ai juste ici, je ne vais pas le montrer, on n'est pas là pour ça. Je l'ai juste ici, il fait 160 pages, on a des trentaines de livrets thématiques qui font chacun plus de 100 pages, bref, ça fait un an qu'on est là-dessus. Interrogez les Français sur le programme d'Emmanuel Macron, je pense qu'ils vous diront qu'il n'y en a pas. Je crois que les Français seront interrogés fin avril à l'élection présidentielle. C'est surtout à ce moment-là, mais en tout cas, c'est sûr que les deux gauches irréconciliables, alors c'est le grand terme qui avait été employé par Manuel Valls, mais nous, on n'a rien à voir avec la politique qui a été menée depuis 5 ans. Ça, c'est une réalité. Et on ne va pas se rassembler avec des gens qui soutiennent, je pense à Manuel Valls, je pense à Myriam El Khomri, ce qui a été fait depuis 5 ans. Ou comme M. Macron, puisque M. Macron, on a tous l'impression qu'on le découvre un petit peu en ce moment. Mais il assume totalement les réformes qu'il a portées. Je vais essayer de parler, s'il vous plaît. M. Macron, il a travaillé pour Nicolas Sarkozy en 2010. Il a été ministre de François Hollande ensuite. Donc c'est quand même pas un perdreau de l'année non plus. C'est quelqu'un qui vient ici, qui se présente. Ça prouve qu'il a l'expérience. Oui, ça prouve surtout qu'il vient aujourd'hui pour terminer le travail. Oui, bien sûr. Ça prouve qu'il vient aujourd'hui pour terminer le travail, parce qu'il n'a probablement pas pu assez loin selon lui, mais on voit que sa politique, elle a mis clairement la France dans la situation dans laquelle elle est. Emmanuel Macron, il veut pérenniser le CICE, donc les crédits d'impôt compétitivité emploi. Bien sûr. Oui, c'est quelque chose. Alors on va prendre les chiffres. On va prendre les chiffres très clairs sur la Bourgogne. Le CICE en Bourgogne, c'était 1,2 milliard d'euros qui ont été donnés à certaines grandes entreprises. Ces mêmes entreprises, dans le même temps, ont licencié 6 000 personnes. Ça veut dire que 200 000 euros étaient payés par vous, par nous, par tout le monde, par les contribuables, il y a déjà 120 000 pour licencier une personne. Depuis un an grâce au CICE. 120 000 chômeurs de moins en France. Oui, c'est la réalité. Parce qu'ils sont rayés mais c'est la réalité. Parce qu'ils sont rayés des je vous coupe pendant que vous discutez de CICE. Kerabouzian et Fabienne Cardot voulaient réagir. Il nous reste 3 minutes d'émission. Je voudrais juste dire un mot concernant, vous aviez parlé de qui va désigner qui. Oui. Il ne faut pas oublier que Benoît Hamon a été quand même désigné par plus d'1 200 000 personnes. Alors on peut compter aussi... Vous voulez dire c'est une légitimité? C'est une légitimité, bien sûr. Fabienne Cardot. Oui, moi je voulais dire un mot sur l'inflexion des partis parce que je pense que c'est vraiment important pour l'évolution de la société française. Et si j'ai l'honneur et le plaisir d'être sur ce plateau, c'est parce que François Fillon veut essayer de faire évoluer la politique française à travers des gens de la société civile. Nous avons été nombreux à le rejoindre. Il nous a fait aussi l'honneur à une vingtaine d'entre nous d'être porte-parole nationaux. Nous avons une autre vision de la société. Nous ne sommes pas des grands élus. Nous connaissons le concret, les difficultés quotidiennes. Mais ce qu'on voit à la télé, excusez-moi, c'est quand même les grands élus de la droite. C'est pas, on voit pas de rupture avec le monde politique habituel dans la campagne de François Fillon jusqu'à maintenant. Dans les meetings de la primaire, nous avons fait, nous, les porte-parole nationales, des meetings seuls pour porter son projet. Parce que finalement, nous n'avons pas besoin... Mais moi, je vous parle de ce que voient les Français aujourd'hui dans les médias de la campagne de François Fillon. Je vous parle du projet. S'ils sont venus si nombreux voter à la primaire, c'est parce qu'ils ont vu des gens comme eux, des gens qui connaissent les problèmes concrets. Parce que ce qu'a dit hier Emmanuel Macron pour les agriculteurs, il a dit « Je veux rendre aux paysans leur fierté d'être paysans ». C'est un peu court. Laissez-moi parler, monsieur Patria, vous avez beaucoup parlé. Je ne dis pas de mensonge, je l'ai écouté. Il a
dit, Voilà. non, ce n'est pas Il un a dit, mensonge, c'est je veux peut-être que un les raccourci. agriculteurs vivent de leurs produits. Il a Il a dit, dit si ça. vous m'aviez laissé finir ma phrase, c'était la deuxième partie de ma phrase. Fiers de leur métier et vivent de leurs produits. Mais il n'explique pas comment, Si. et c'est une question complexe. Donc je pense que maintenant, la vie politique s'appuie sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la campagne qu'on vit est extrêmement portée par les réseaux sociaux, par des gens de la société civile qui viennent appuyer les candidats politiques. Et c'est vrai que ça va amener une inflexion de cette élection et une inflexion des projets. Et ce qui est important, c'est le projet concret. Et les Français décideront là-dessus. Il nous reste 1 minute 30 d'émission. On n'a pas parlé d'un parti qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il lance sa campagne à Lyon, c'est le Front National. Dans tous les sondages actuellement de deuxième tour, le Front National, il est battu systématiquement. Est-ce que, très vite, en quelques mots, de votre point de vue, ça signifie que ce sera comme ça ou pas du tout? On sait que Jean-Luc Mélenchon, par rapport au Front National, il est très offensif. Donc... En opposition frontale, ouais. Le Front National, oui, de toute façon, son projet, c'est pas un projet de futur pour les gens. C'est un projet d'exclusion communautaire. Mais est-ce que le Front National, comme le disent certains médias étrangers, compte tenu de ce qui se passe en ce moment dans la vie politique française, qui est très compliquée, peut être en position de gagner l'élection présidentielle? Non, parce que vous savez, les déçus, les gens qui sont en colère, ils vont pas au Front National, ils vont dans l'abstention principalement. Et non, ils vont dans l'abstention. Je suis désolé. Alors tout le monde n'est pas d'accord. Ils sont dans l'abstention. Est-ce que je peux terminer? Non, Alexandre Morin termine, mais il nous reste 30 secondes. Ils sont dans l'abstention et c'est pour ça qu'il faut leur proposer des projets, pour leur dire ne les laissez pas s'occuper des choses à votre place. Donc c'est pour ça qu'il faut proposer un futur. C'est ce que nous on propose. Le Front National, ce qu'il propose, c'est l'exclusion. Vous avez aussi, avec M. Macron et M. Fillon, l'indifférence sociale. Nous on propose un universalisme humaniste et un futur pour les gens. C'est ça le principal. L'émission est quasiment terminée. Je vois que vous n'étiez pas d'accord du tout sur la façon de parler au Front National. Il va falloir qu'on fasse beaucoup d'autres émissions dans cette campagne présidentielle. Moi j'ai un rêve, c'est qu'au second tour, ce soit l'un d'entre nous. L'émission est terminée. Je vous remercie parce que vous êtes en train de tricher de parler sur ce générique. Merci à tous les quatre. Bon dimanche et restez avec nous pour la deuxième partie de Dimanche en politique dont l'invité sera Ségolène Royal, invité de Francis Letellier. Merci, bon dimanche, au revoir.